Tu es après le bac et tu ne comprends pas l'utilité du premier théorème d'isomorphisme, bouge pas, je t'explique ça. Les autres, vous pouvez zapper. Tout d'abord, que dit le premier théorème d'isomorphisme de Noether? Oui, si tu ne savais pas, c'est celui de Noether. Eh bien, il dit que quand on a un morphisme d'un groupe G dans un groupe G', alors le noyau de phi non seulement est un sous-groupe de G, c'est un exercice classique de théorie de groupe, mais en plus c'est un sous-groupe distingué de G, et donc je peux former le quotient de G par le noyau de phi, et ce quotient admet une loi de groupe qui est compatible avec la loi de groupe de G, eh bien ce groupe-là est isomorphe à l'image de phi dans G'. Autrement dit, ce théorème c'est une machine à fabriquer des isomorphismes. Dans certaines situations, ce groupe va être compliqué à comprendre et ou à décrire, et donc en l'exprimant de cette façon comme une image, on va trouver une façon plus simple de comprendre ce qu'il est algébriquement. Et inversement, dans d'autres situations, c'est ce groupe-là qui va être difficile à décrire, mais en l'exprimant comme l'image d'un morphisme, et donc comme isomorphe au groupe par le quotient du noyau de ce morphisme, on obtient une autre description de ce sous-groupe de G', qui peut-être va faciliter la compréhension qu'on a de ce groupe. Notez que ce théorème n'est pas spécifique à la théorie des groupes, et que si on adapte les définitions de morphisme aux autres structures algébriques, on a un autre équivalent qui s'appelle aussi théorème d'isomorphisme. Il est même utilisé en algèbre générale et en théorie des catégories. Quelles sont les applications de ce théorème? Eh bien déjà, naturellement, ce sont les second et troisième théorèmes d'isomorphisme qui sont ici et ici. Alors c'est un peu l'idée du premier théorème, mais dans ces situations spécifiques-là. Mais aussi, ça permet de simplifier l'étude des groupes, parce que si par exemple l'application phi est surjective, alors G quotient ker phi sera isomorphe à G', et on dira de manière simplifiée et légèrement abusive que G' sera alors un quotient de G. Parce que fabriquer des quotients d'un certain groupe G, ça nous permet déjà de mieux comprendre G, mais aussi de fabriquer d'autres groupes qui peuvent avoir des propriétés intéressantes liées à celles de G. Et savoir qu'un autre groupe G' qui a priori n'avait l'air d'avoir rien à voir avec G est en fait un quotient entre guillemets de G, bah ça c'est super cool. De manière concrète, que nous dit cet isomorphisme? Bah déjà, ça peut donner des relations assez intéressantes, notamment pour les groupes finis, puisque l'opération quotient est une généralisation entre guillemets aux ensembles du quotient pour les entiers naturels. Et on a cette relation qui est en fait valide même dans le cas infini, mais qui est surtout intéressante dans le cas fini, qui est que l'ordre du groupe, le nombre d'éléments que contient ce groupe, c'est toujours l'ordre du quotient multiplié par l'ordre du noyau. Et donc d'après ce théorème, il suffit de connaître l'ordre de l'image, combien d'éléments à l'image, et l'ordre du noyau pour savoir le nombre d'éléments dans le groupe. Et de même, si on en a deux parmi les trois dans la relation, bien, il suffit de trouver le dernier en jouant sur la relation. Exemple, si on considère l'application phi qui va du groupe R muni de l'opération plus dans le groupe C étoile muni de l'opération multiplier, qui à x associe exponentielle ix, je te laisse vérifier en mettant en commentaire qu'il s'agit bien d'un morphisme de groupe, eh bien on obtient que l'image de phi, c'est le cercle unité. Pourquoi? Parce que quand x est réel, exponentielle ix est exactement dans le cercle unité, et pour toute valeur de x réel, on décrit bien tout le cercle unité. Mais si on se demande quel est le noyau de phi, ce sont tous les multiples de pi, c'est-à-dire 2π multiplié par un entier relatif, puisque exponentielle i de pi, un entier relatif, est égal à 1. Je rappelle que c'est 1 l'élément neutre de C étoile. Et donc, d'après le premier théorème d'isomorphisme, on a l'isomorphisme suivant, que le cercle unité du plan complexe est isomorphe au quotient de R par le sous-groupe de pi z. Et je te laisse démontrer en commentaire que de même, on a cet isomorphisme et je te laisse trouver l'application qui va nous permettre de construire l'isomorphisme. Deuxième exemple, on va considérer l'application déterminante de GLN de R ou C à valeur dans R étoile ou C étoile. GLN étant l'ensemble des matrices à coefficients réels ou complexes qui sont inversibles. D'après le cours d'algèbre linéaire, on a que le déterminant est non nul si et seulement si la matrice est inversible. Et on a que GLN de R ou C est un groupe pour la multiplication matricielle d'éléments neutres identités. Je te laisse montrer qu'on a un morphisme de groupe. Et de plus, on peut constater que le déterminant est une application surjective. Là encore, je te laisse le démontrer. Sauf que le noyau du déterminant, c'est justement l'ensemble des inversibles qui ont un déterminant égal à 1, que l'on nomme aussi SLN de R ou C. Et donc, d'après le premier théorème d'isomorphisme, on a l'isomorphisme suivant entre le quotient de GLN par SLN de K, qui peut être R ou C, qui est isomorphe à K étoile, qui est R étoile ou C étoile. Dit autrement, si je regroupe par paquet toutes les matrices qui arrivent sur le même nombre, que ce soit un réel ou un complexe, ils diffèrent entre guillemets, exactement ça serait une sorte de quotient. Quotient est un peu impropre, mais vous m'avez compris, d'une matrice qui a un déterminant égal à 1.
Voilà pour l'exemple. La prochaine fois, on va parler d'un théorème lié au théorème d'isomorphisme. C'est le théorème de factorisation. Bombarde les commentaires si tu veux en savoir plus. Bisous. Ah oui, et j'ai oublié deux autres isomorphismes qu'on peut les démontrer respectivement avec le premier et troisième théorème d'isomorphisme de Noether. Bisous pour de vrai cette fois.